Mes chers camarades, bien le bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou même en podcast puisqu'on est absolument partout. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'il est bien, qu'il est beau, la chute de l'Empire Inca. Et après, on fait un petit entretien avec Oriane Deschamps. Alors, Oriane Deschamps, qui est doctorante pour le coup, historienne spécialiste du Pérou au XVIe et XVIIe siècle. Et donc ensemble, on va parler de ce qui s'est passé après la chute de l'Empire Inca, à savoir la mise en place de la vice-royauté espagnole du Pérou et surtout de comment les populations autochtones y ont été intégrées et représentées, notamment du côté de la religion et de la justice. Alors Oriane, je le disais, elle est doctorante à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Elle travaille depuis 2019 maintenant sur une thèse intitulée « C'est la justice que je demande, les enjeux multiples de la représentation et les stratégies individuelles et collectives autochtones dans la vice-royauté du Pérou, 16e, 17e siècle ». C'est toujours très long les titres de thèse. Et d'ailleurs, courant 2025, je vous l'annonce, vous pourrez découvrir sur la chaîne YouTube une vidéo qu'elle a écrite sur les lignes de Nazca. Mais ça, c'est une autre histoire. Bonjour Oriane. Bonjour, bonjour à Benjamin et puis bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là pour parler de mon sujet de recherche. Bah écoute, c'est moi qui suis ravi que tu nous accordes un petit peu de ton temps pour parler de ce sujet parce que j'ai l'impression en tout cas que dans l'esprit du public, cette zone géographique, le Pérou, les Incas, ça reste un petit peu flou et c'est vrai que souvent quand on parle de l'arrivée des Occidentaux en Amérique du Sud et en Amérique centrale, enfin les gens pensent à Christophe Colomb, on va en reparler, et puis ils pensent un petit peu aux Aztèques, ils connaissent un ou deux mots comme Cortés, mais on connaît quand même moins les Incas et Pizarro, non ? Oui, je pense que c'est une zone qui est, en France en tout cas, au moins beaucoup moins connue et pourtant tout aussi passionnante que la région mexicaine. Et avec des mécanismes similaires, mais aussi des civilisations très différentes. Y a une question, Oriane, que je pose à tous les gens qui passent ici sur le grill, à savoir, c'est quoi ton parcours, toi, pour en être arrivé là ? Comment est-ce que tu t'es orienté vers ces études dédiées aux Incas ? Enfin, et à l'après-Inca surtout. Alors moi, je viens d'une famille plutôt d'un milieu ouvrier, classe moyenne, où personne n'avait vraiment fait des longues études et notamment des études d'histoire, mais où j'avais quelques figures très érudites qui m'ont beaucoup inspirée. Mon grand-père d'abord, qui était très calé, mais plutôt en histoire de France, histoire du communisme, du syndicalisme français, et puis surtout mon papa, qui lui était fasciné par toutes les civilisations précolombiennes, donc les Aztèques, les Mayas, les Incas, qui lisait beaucoup sur le sujet, qui m'a fait regarder des reportages. Puis bien sûr, il y a eu les mystérieuses cités d'or. Donc au début, voilà, c'était un mélange un petit peu de fascination pour ce continent, cette histoire. Et quand je me suis tournée vers des études d'histoire, donc j'ai fait une classe préparatoire et j'ai fait l'École normale supérieure de Lyon. J'ai fait un master en histoire moderne et j'ai travaillé sur le Chili à l'époque coloniale. Donc, comme je ne parlais aucune langue autochtone, voilà, je me suis tournée plutôt sur l'époque coloniale et j'ai travaillé sur la représentation des populations autochtones du Chili dans les chroniques de la conquête du Chili. Et ensuite, quand je suis entrée en doctorat, donc en 2019, j'ai migré un petit peu et voilà, j'ai commencé à travailler sur le Pérou et sur la vice-royauté du Pérou. Alors, comme je le disais, c'est vrai que finalement, entre l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 et la mise en place de l'empire colonial espagnol en Amérique, on sait pas grand-chose du coup. Alors, on va reprendre un petit peu les bases. Et est-ce que tu pourrais nous dire, dans les faits, comment ça s'est déroulé cette découverte avec plein de guillemets ? Parce que c'est pas vraiment une découverte, c'était pour nous peut-être, mais eux ils étaient là avant, quoi. Oui, bon, effectivement, nous on est resté un petit peu avec ce terme de découverte, qui est un terme qui est utilisé au XVe siècle, qui est une découverte pour les Européens et encore parce que, comme on sait aujourd'hui, et je pense que tu en as déjà parlé, il y a eu déjà des voyages transatlantiques avant Christophe Colomb. Moi, j'aime bien parler plutôt de colonisation parce que c'est finalement le terme qu'on emploie le moins pour parler de l'Amérique ibérique et pourtant, c'est bien une colonisation. Donc le tout début, c'est effectivement Christophe Colomb avec son premier voyage en 1492. Donc Christophe Colomb arrive dans les Bahamas en fait en octobre 1492 et comme je pense tout le monde à peu près le sait, il est persuadé d'être arrivé en Inde parce que son objectif c'est les Indes. Alors les Indes au sens de Asie orientale. Et en fait, il lui faut 4 voyages pour
qu'on commence à vraiment se rendre compte qu'on n'est pas du tout en Inde, et au contraire qu'on est en train de réaliser qu'il y a un nouveau continent et un très très gros continent entre l'Europe et l'Asie. Et donc Christophe Colomb fait 4 voyages entre 1492 et 1504. Ce qui permet déjà de réaliser plusieurs cartes, et c'est au cours du 3e voyage qu'il commence à découvrir le continent américain en lui-même, donc vraiment la côte vénézuélienne en fait. Après, sur vraiment la mise en place de la colonisation, ça se fait très vite dans les îles où on a tout de suite une volonté d'exploiter la population autochtone. Les premiers commentaires de Christophe Colomb dans son journal de bord, le 12 octobre 1492, c'est l'arrivée à San Salvador, c'est une petite île près de Cuba. Les premiers commentaires, c'est il ferait de bons serviteurs. Et voilà, l'objectif est clair, les asservir, les exploiter et les convertir, puisque Christophe Colomb estime qu'ils n'ont pas de religion, ou du moins n'en constate-t-il aucune dans ses premières observations. Donc la colonisation, elle se fait d'abord dans les îles, qui est vraiment un peu le laboratoire de la colonisation américaine, et ensuite en 2 grandes vagues au Mexique, puis vers le Pérou. Ouais, donc Colomb arrive. Alors au début, il est un peu tout seul. Il va recevoir assez rapidement du soutien de la couronne. Alors, il part quand même avec le soutien de la couronne. Avant son départ, en avril 1492, il signe avec donc les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, ce qu'on appelle des capitulations. Donc c'est un contrat en fait qui dit que la couronne l'autorise à partir et à explorer, conquérir en son nom. Donc tout ce qu'il découvre, c'est au nom de la couronne espagnole et de la religion catholique. Et la couronne lui octroie des avantages, donc des titres, et puis bien sûr une part des richesses découvertes. Et ces avantages-là sont renforcés, il obtient beaucoup de choses donc après son premier voyage, même si sur la fin de sa vie, Colomb tombe plutôt en disgrâce et perd un certain nombre des avantages qu'il avait reçus au tout début. Et alors, quand il commence à prendre ses premières notes en disant « ça ferait des bons serviteurs », l'Espagne, de son côté, elle y va très rapidement dans cette politique de conquête, ou ça prend un petit peu de temps à se mettre en place? Alors, ça prend un peu de temps. Il y a surtout des discussions très, très vives en Espagne sur la nature de cette nouvelle humanité découverte et puis comment est-ce qu'on est censé la traiter. Donc, par exemple, l'esclavage qui est pratiqué très tôt par les hommes de Colomb est interdit dès 1503 par Isabelle la catholique, qui refuse que les Indiens soient asservis. Et notamment, Colomb avait ramené des autochtones des îles des Canaries et ils sont libérés par Isabelle la catholique. Donc, il y a un peu cette volonté, ces réflexions autour de qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces individus-là et qu'est-ce qu'on fait avec ces territoires, même si, voilà, il y a aussi une forme d'hypocrisie. L'esclavage, dans les premières années, est pratiqué de manière plus ou moins légale. Et puis, l'objectif, ça reste d'exploiter. Surtout, ce qu'on cherche, c'est de l'or. Le deuxième objectif, c'est de trouver toujours un passage vers les Indes et puis d'explorer, donc de trouver éventuellement d'autres territoires nouveaux. Alors, dans le chat, on nous demande si c'est par là que se situe la fameuse controverse de Valladolid. Oui, c'est le cas. Alors oui, c'est milieu du XVIe siècle, c'est 1550, mais effectivement, c'est la suite de ces débats, en fait, de savoir est-ce que les Indiens, pour reprendre le terme de l'époque, sont des hommes ou non. Et la controverse de Valladolid, c'est justement décider est-ce que l'Espagne est légitime à conquérir l'Amérique. Donc ils se sont posé la question, quand même. Ouais, et d'ailleurs ça a donné un chouette film, hein, c'est un huis clos, je vous le conseille, vous tapez Controverse de Valladolid avec 2 L, et vous passez un très bon moment. Alors quand on a préparé cet entretien, et tu l'as évoqué il y a quelques instants, tu nous as dit qu'il y avait finalement 2 mouvements de conquête. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait le premier, alors c'était un petit peu abusif parce qu'en réalité, il y a plein de phases de conquête, mais le premier mouvement, une fois ces Canaries découvertes, c'est vers le Mexique, donc c'est l'expédition de Cortés,
comme tu disais au tout début, on connaît peut-être un peu plus. Donc entre 1519 et 1521, c'est la chute de l'Empire aztèque contre Cortés. Et puis le deuxième mouvement, qui est un tout petit peu plus tardif, c'est l'expédition de Pizarro vers le Pérou. Donc à partir de 1528 et entre 1528 et 1532, Francisco Pizarro donc conquiert l'empire Inca, donc dans la partie vraiment Amérique du Sud. Alors, quand on parle de conquête en général, alors c'est vrai que l'Amérique du Sud, finalement, c'est un sujet qu'on a encore assez trop peu traité, je pense, sur les émissions. Et c'est vrai que quand on parle de conquête, on pense à des grandes batailles rangées, des milliers d'hommes qui débarquent, avec des affrontements sanglants, etc. Comment ça s'est passé, ces conquêtes-là, en Amérique du Sud? Est-ce qu'on avait des centaines de bateaux qui ont traversé l'Atlantique et des milliers de gars qui ont débarqué façon soldat Ryan, ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a quelques bateaux qui traversent, notamment dans les premières années. Et oui, il y a des très grandes armées de conquistadors, mais en fait, ce sont des grandes armées d'Indiens, parce que l'essentiel des conquistadors, et on le dit pas assez, c'était des autochtones. Les Espagnols, ils sont très très peu nombreux. Cortés, il a une centaine d'hommes et 500 Indiens qui viennent de Cuba, et Pizarro, il a 180 Espagnols. Donc effectivement, c'est des toutes petites armées. Il y a quelques chevaux, mais là aussi, Pizarro, il a 30 chevaux, donc c'est très très peu. Par contre, ce qu'ils arrivent à faire l'un comme l'autre, c'est à nouer des alliances avec les populations locales et à s'insérer en fait dans des conflits politiques et militaires qui existaient déjà au moment de leur arrivée, et donc à constituer, oui, des grandes armées, mais des grandes armées qui ne sont pas des armées d'Espagnols. C'est fortiche quand même, une centaine d'arriver à faire ça. Oui, non, alors c'est vrai que d'un point de vue politique, autant Cortés que Pizarro ont été extrêmement habiles. Alors toi, ta spécialité, donc, c'est plutôt le Pérou. Ce qu'on désigne aujourd'hui par Pérou, à l'époque, est-ce que ça correspond à peu près géographiquement au Pérou actuel ou pas du tout? C'est un très très grand Pérou, puisque la vice-royauté du Pérou au XVIe siècle, quand elle est créée, c'est le Pérou dans son intégralité, le Pérou actuel, mais aussi l'Équateur, la Bolivie, une grande partie de l'Argentine, du Chili, de la Colombie. Donc en fait, c'est presque toute l'Amérique du Sud espagnole, avec donc de l'autre côté le grand Brésil portugais. Donc toi, tu es spécialisé sur 16e, 17e, c'est ça? 16e, 17e, ouais. Je travaille en fait depuis la date de création de la vice-royauté, 1532, jusqu'au début du 18e siècle. J'ai pas de date de fin très précise, mais dans les années 1720 environ. Avant peut-être d'enchaîner sur l'Empire Inca, on a des questions, parce que ça suscitait un peu l'étonnement dans le chat, sur ces autochtones qui en fait composaient l'armée. Donc on nous demande, mais qu'est-ce qui a été promis aux populations autochtones qui se sont ralliées? Comment c'était perçu? Est-ce qu'on les a enrôlés de force? Alors il y a eu des personnes qui ont été enrôlées de force, effectivement, donc des serviteurs en fait, parce que quand on lance une expédition en territoire inconnu, surtout quand on est espagnol et qu'on estime faire partie d'une humanité supérieure, on ne porte pas ses propres bagages, donc déjà il nous faut des serviteurs, des domestiques. Donc il y a au Pérou, on les appelle les Yanaconas, des domestiques autochtones qui font partie des expéditions. Et puis il y a alors ils portent des noms très différents suivant les régions. On parle parfois d'Indiens auxiliaires qui en fait ont constitué en réalité le gros des troupes, et c'était pas nécessairement des personnes qui ont été enrôlées de force. On est vraiment sur une alliance militaire. En fait, il y a des intérêts communs. Donc je vais pas donner les exemples mexicains parce que je les connais moins bien, mais au Pérou, on va en reparler, j'imagine. Quand Pizarro arrive, on est dans un contexte de guerre civile. Donc il y a deux factions qui s'opposent, et Pizarro s'allie avec une des deux factions, la faction qui vient d'être vaincue, avec les promesses qu'on peut imaginer, c'est-à-dire un renversement de la situation et le fait de pouvoir s'allier ensemble contre un ennemi commun, avec évidemment des promesses qui n'ont pas été systématiquement tenues, mais aussi avec des Indiens qui ont bénéficié d'un certain nombre d'avantages, qui ont eu le titre de conquistador, qui est un titre, et qui ont reçu effectivement des privilèges et des récompenses pour leur participation à la conquête.
Oui, petite digression, hein, nouer des relations étroites avec les élites, c'est hyper important vu que les gars sont pas nombreux, c'est pas par la force pure qu'ils vont réussir à s'imposer. Et si vous voulez en savoir plus sur Cortés, eh bien, il y a mon premier bouquin sorti en 2016, Les pires batailles de l'histoire, où je reparle de Cortés et de la Noche Triste et la chute de Tenochtitlan. Donc, n'hésitez pas, voilà. C'est dispo partout en librairie, c'est pas cher. Donc sur l'Empire Inca, peut-être, est-ce que tu pourrais nous faire un rapide petit topo sur à quoi ça ressemble au moment où les Espagnols arrivent, parce que finalement on connaît peu aussi cet Empire Inca. Oui, l'Empire Inca, c'est un très très grand empire, donc il couvre en fait presque le même territoire que la vice-royauté du Pérou, donc il s'étale depuis la Colombie en fait jusqu'au nord du Chili, donc très grand empire qui est contrôlé par un empereur, l'Inca. En fait, l'Inca, là aussi c'est le titre du souverain de l'empire Inca, et il porte en quechua le nom de Tawantinsuyu, qu'on traduit un petit peu comme on peut en français par l'empire des 4 quartiers, puisque c'est un empire qui est divisé en 4 grandes provinces, chacune dirigée par une sorte de lieutenant en fait. Cet empire, donc la capitale de l'empire c'est Cusco, et cet empire c'est un empire qui est assez récent. L'apogée de l'empire Inca c'est au milieu du XVe siècle, qui s'est bâti donc sur des conquêtes progressives de plusieurs peuples d'Amérique du Sud, et c'est un empire très bien structuré, très hiérarchisé, avec une politique, une administration et une religion centralisée, et avec, c'est vraiment de l'ordre de l'estimation, mais environ 12 millions d'habitants à l'arrivée de Christophe Colomb Pizarro au début du XVIe siècle. Ouais, donc c'est gros quoi. Et alors Pizarro justement, on en parle. Comment, c'est qui déjà? Donc c'est un conquistador parmi beaucoup d'autres. C'est le capitaine de l'expédition péruvienne. Donc c'est le chef des troupes qui ont conquis le Pérou. Il a une origine assez modeste. Il vient, tout est relatif, mais il vient de la petite noblesse d'Estrémadure, donc de l'ouest de l'Espagne. C'est un fils illégitime d'un petit noble. On estime qu'il était très probablement analphabète, ou en tout cas très peu lettré, contrairement à Cortés, qui lui vient d'une noblesse un peu plus importante et qui manie très bien les mots. Pizarro arrive aux Indes en 1508. Il participe à quelques expéditions menées par d'autres conquistadors, et il participe donc à aux premières expéditions sur le continent américain. Et en 1529, il retourne en Espagne pour demander justement à monter sa propre expédition, et il obtient, comme Christophe Colomb avant lui, des capitulations, donc un contrat qui est signé avec les souverains espagnols et qui lui octroie là aussi des privilèges, des titres, et notamment la possibilité de recruter des hommes pour conquérir le Pérou. Donc il retourne au Pérou immédiatement, et c'est à ce moment-là qu'il conquiert donc l'Empire Inca entre 1529 et 1532. Et alors concrètement, comment ça se passe cette conquête? Tu nous l'as dit, bon, il y a une alliance avec des conflits locaux qui déchirent un petit peu l'Empire. Oui, effectivement, quand Pizarro arrive, donc c'est une guerre civile, une guerre fratricide entre deux prétendants au trône, Atahualpa et Huáscar Cápac, qui sont demi-frères, qui sont tous les deux donc les fils du dernier Inca, Huayna Cápac, qui est mort probablement de la variole, donc c'est-à-dire probablement des conséquences de l'arrivée des Espagnols sur le continent américain. Et Pizarro en fait s'insère dans cette crise dynastique. Atahualpa vient de remporter la victoire, mais les factions en faveur de Huáscar sont encore présentes et importantes au Pérou, et Pizarro s'allie donc à ces factions-là. Il utilise des techniques diplomatiques plus ou moins honnêtes pour faire sa place. Et c'est notamment donc ce moment de la rencontre de Cajamarca qui marque la chute de l'Empire Inca. Ça se passe comment alors la rencontre? La rencontre de Cajamarca, ça a lieu donc en 1532, le 16 novembre 1532, et c'est censé être une rencontre diplomatique. Donc Atahualpa et Pizarro prévoient de se rencontrer dans la petite ville de Cajamarca, qui est située dans le nord du Pérou.
Pour l'Inca, c'est une rencontre au cours de laquelle il va pouvoir montrer à Pizarro toute la puissance et la magnificence de son empire. Et donc, il vient avec une débauche de luxe et d'apparat, mais désarmé. Donc, il est entouré de toute la noblesse, porté sur sa litière, et ses soldats ne sont pas armés. Pizarro, lui, il vient avec une idée en tête, capturer Atahualpa, et donc il cache ses troupes dans les maisons de Cajamarca. Et au moment de la rencontre, alors il y a cet épisode de la Bible de Valverde qui est assez peu connu, je pense, mais qui est très intéressant. Donc, avec Pizarro, voyage un prêtre, du nom de Valverde, qui présente à l'Inca une Bible. Et l'Inca prend la Bible, la porte à son oreille et la jette à terre en affirmant qu'il n'entend rien, que ce n'est pas un objet qui lui parle. Donc on a là en fait la représentation de le rapport différent au texte et à la divinité. Pour l'Inca, un objet qui ne parle pas n'est pas un objet sacré. Et pour les Espagnols, jeter une Bible à terre, c'est évidemment une offense qui sert de prétexte à Pizarro pour attaquer l'Inca. Et donc les très nombreuses troupes Inca présentes sur la place de Cajamarca sont purement et simplement massacrées et l'Inca est capturé à ce moment-là. Il lui arrive quoi par la suite? Donc il est fait prisonnier pendant quelques temps et Pizarro demande une rançon considérable qui a beaucoup participé à la création de toutes les légendes sur l'or des Incas. On estime que c'est la plus grande rançon qui ait jamais été demandée de toute l'histoire. Il y a plein d'estimations de son montant, peut-être 1000 milliards d'euros actuels. Bon, au-delà des estimations en elles-mêmes, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il demande une énorme rançon en or et en argent. Et la rançon est versée parce que rien n'est plus important dans l'empire Inca que l'Inca. Mais Pizarro estime qu'Atahualpa est trop dangereux pour ce qu'il représente et malgré le versement de la rançon, il exécute Atahualpa en 1533. Voilà, d'où les techniques un petit peu malhonnêtes qui sont utilisées. Et la mort de l'Inca, c'est un choc considérable pour évidemment la population autochtone. Mais du coup, je veux dire, une fois qu'il est mort, de facto, l'Empire s'effondre ou L'Empire ne s'effondre pas immédiatement. Alors, il n'y a plus à proprement parler, effectivement, toute la structure administrative ne fonctionne plus, mais un nouvel empereur est nommé par les Espagnols, c'est Manco Inca ou Manco Cápac, qui est le demi-frère lui aussi d'Atahualpa, et que les Espagnols pensaient pouvoir utiliser un petit peu comme un empereur fantoche en le manipulant. Mais Manco Inca se rebelle dans les années qui suivent l'exécution d'Atahualpa, et notamment il reprend Cusco en 1535-1536 et Cusco est par la suite reprise par les Espagnols, mais pendant presque 40 ans, il y a en fait des poches de résistance, notamment dans ce qu'on appelle la vallée sacrée, donc vers Cusco, des poches de résistance Inca, et la résistance Inca en elle-même prend fin vraiment en 1572 avec la capture de celui qu'on appelle le dernier Inca, Tupac Amaru, qui était donc un descendant de la dynastie Inca, qui est arrêté par les Espagnols et là aussi exécuté. On nous demande si les autres souverains européens avaient pas envie, eux aussi, de sauter sur l'occasion de ces conquêtes, en fait. Pourquoi il y avait que les Espagnols, là, qui ont tenté le Pérou? Alors, il y a eu des expéditions diverses et variées, d'autres puissances, mais il y a beaucoup de conditions juridiques à toutes ces conquêtes et des conflits déjà en Europe entre les différentes puissances. La légitimité de la conquête espagnole, elle repose sur plusieurs éléments, une bulle pontificale et le traité de Tordesillas qui est assez connu, donc qui est signé en 1494 et qui est ce fameux traité de partage du monde du monde à découvrir entre Portugais et Espagnols. Ce traité, il est remis en cause notamment par François Ier, qui lance des expéditions, mais plutôt vers l'Amérique du Nord. C'est notamment les premières expéditions vers le Canada. Et il y a des tentatives, effectivement, françaises au Brésil, qui sont des fiascos absolus.
Ah, bah tu titilles ma curiosité là. On pourrait effectivement en reparler. Effectivement, il y a quelques tentatives au Brésil. Alors, j'ai un petit doute sur la date, je pense que c'est dans les années 1530, mais ce serait à vérifier, où il y a des tentatives au Brésil et il me semble également en Floride. Et voilà, les deux sont des échecs, mais en fait, il faut imaginer que c'est un monde qui est globalement tout à fait inconnu, et donc il y a plein d'expéditions qui échouent, et surtout les expéditions, ça coûte très très cher, et ça coûte cher en or pour financer une expédition, et puis ça coûte cher en hommes. Dans les premières expéditions, par exemple celle de Cortés au Mexique, c'est la moitié de l'expédition qui meurt dans les premiers mois de l'expédition. Donc oui, évidemment, on est intéressé par toutes ces richesses, mais il faut aussi les voir comme un risque. Et là où l'Espagne a une politique qui est très efficace, c'est qu'elle fonctionne sur des initiatives privées. En fait, les conquêtes sont financées par des individus et l'Espagne simplement fait avec ce système des capitulations des contrats qui sont passés entre des financements privés et le nom de la couronne d'Espagne et qui ensuite récupère un certain nombre de bénéfices et notamment une partie des richesses découvertes. Moralité avec une métaphore toute pétée, les expéditions vers le Nouveau Monde, c'est un peu comme les chaînes YouTube, hein, vous voyez que les plus connues, c'est un peu le biais du survivant. Au final, il y en a eu plein d'autres derrière qu'on ne connaît pas. Voilà. On nous demande également, quand il y a cet empereur Inca qui se fait zigouiller malgré ce paiement de cette rançon, est-ce qu'on a la réaction des autochtones qui ont été sourcés à un moment donné? Évidemment, la réaction immédiate, on ne la connaît que par l'intermédiaire des récits espagnols. Donc, on peut imaginer tous les biais qu'il y a avec tout ça. En revanche, il y a des études, et notamment, je pense à un ouvrage d'un anthropologue qui s'appelle Nathan Wachtel, qui a publié un ouvrage qui a un petit peu marqué ce domaine, qui s'appelle La vision des vaincus, et qui s'intéresse justement à tous les récits de la conquête qui ont été faits par les Incas. Et en fait, en étudiant un petit peu les années qui suivent la conquête, on a la possibilité de toucher un petit peu du doigt la manière dont ça a été vécu. Et pour Nathan Wachtel, l'exécution de l'Inca, c'est vraiment la fin d'un monde. C'est un monde qui s'écroule et c'est surtout une incompréhension. En fait, l'Inca, il est de nature sacrée. Donc sa capture, c'est un non-sens, c'est un événement qui ne colle pas avec la vision du monde Inca. Donc il y a dans les années qui suivent sur le dernier quart du XVIIIe siècle, un mouvement au Pérou qu'on appelle le Taqui Oncoy, qui signifie la maladie de la danse, et qui est en fait un mouvement de rejet de tout ce qui a trait à l'Espagne, donc avec des autochtones qui recommandent, qui prêchent un petit peu l'idée de rejeter les modes de consommation espagnols, les vêtements espagnols et surtout la religion espagnole, avec cette idée qu'il faut donner un petit peu une seconde chance aux divinités incas et se lancer dans une deuxième bataille, parce que cette conquête du Pérou, elle est vécue autant du côté espagnol que du côté autochtone comme une guerre des divinités. Pour les Espagnols, c'est le dieu chrétien qui, en octroyant des victoires, montre la légitimité de la conquête espagnole. Et pour les autochtones, c'est une victoire du dieu chrétien contre leur divinité. Mais alors, ça veut dire que la figure de l'empereur était à ce point sacrée que même dans le cas de guerre fratricide, on n'allait pas le tuer si jamais il perdait? Alors, là, on entre dans des sujets que je connais moins, mais... Oui, d'accord. Désolé, j'ai des questions naïves. J'ai le cerveau qui turbine en même temps. Il n'y a pas de souci. Du coup, je me pose également la question. En fait, l'empereur est sacré au sens où il est le fils du soleil. Donc, on connaît tous l'expression, les Incas, fils du soleil. Ce titre de fils du soleil, c'est pas simplement, une image. L'Inca est vraiment le titre, le fils du soleil. Donc, il a une dimension divine.
Ce que je me dis, mais c'est une hypothèse, c'est que tout simplement peut-être le vaincu un petit peu automatiquement perd ce statut de véritable Inca et donc un petit peu ce statut sacré. Mais là, il faudrait peut-être se tourner plutôt vers Carmen Bernal qui a beaucoup travaillé sur les Incas et qui doit avoir toutes les réponses à ces questions. Alors tu nous dis qu'à partir de cet événement-là, finalement, la bascule elle est progressive et j'ai envie de dire, comme toujours en fait en histoire, il n'y a pas d'effondrement du jour au lendemain. Voilà, et donc va s'établir au Pérou une vice-royauté. Alors c'est quoi déjà une vice-royauté et dans les grandes lignes, comment fonctionne déjà l'Empire espagnol? Alors, la vice-royauté, c'est une juridiction par laquelle le roi délègue une partie de son pouvoir à un vice-roi, donc qui représente le pouvoir royal et qui a des pouvoirs extrêmement étendus. L'Empire espagnol fonctionne avec ces vice-royautés, donc il y a 2 grandes vice-royautés qui sont créées en Amérique. La Nouvelle-Espagne, c'est le Mexique, Mexique très étendu, mais voilà, c'est dans la région du Mexique, et la vice-royauté du Pérou, qui, comme je le disais, recouvre bien plus que le Pérou. Et ces vice-royautés, elles ont des fonctions donc juridictionnelles, administratives, mais aussi judiciaires, puisqu'il y a toute une série d'institutions qui sont en très grande partie des institutions espagnoles qui sont décalquées plutôt, en Amérique et qui fonctionnent un petit peu de la même manière. Une fois que cette conquête va être terminée, comment on va la mettre en place justement cette administration? Parce que tu le disais, c'est quand même un empire qui est hyper étendu, donc il faut mettre en place des structures qui sont solides. On imagine que ça prend du temps, que ça impose des changements aussi d'un point de vue local. Alors comment ça se met en place tout ça? Alors au Pérou c'est compliqué. Parce qu'en fait, ce dont on parle très rarement, c'est la guerre civile qui suit la conquête péruvienne. Une guerre civile, cette fois pas entre les Incas, mais entre les Espagnols, avec un conflit entre le clan Pizarro, donc autour de Francisco Pizarro, et le clan Almagro, autour de Diego de Almagro, qui est le second de Pizarro. Donc tout ça complique beaucoup la prise en main du Pérou par la monarchie espagnole, et cette prise en main, elle se fait un petit peu plus tard, en fait, dans les années 1540, après l'assassinat de Pizarro en 1541. Le fonctionnement de la vice-royauté du Pérou et de manière plus générale de la colonisation espagnole, ça repose donc sur des institutions. Parmi ces institutions, la plus importante, c'est l'audience. L'audience, c'est une cour de justice, donc c'est le tribunal de dernière instance, donc en appel. C'est aussi une chancellerie et c'est aussi une institution administrative. L'audience de Lima, elle est créée en 1543 et elle gère tout ce qui concerne un petit peu l'administration et la justice dans la vice-royauté du Pérou. Et ensuite, on a toute une pyramide de petites institutions locales, donc des cabildos qui sont des conseils municipaux qui gèrent les villes, et une série d'institutions un petit peu pyramidales avec des offices. Donc pour celles et ceux qui connaissent, par exemple les étudiants, qui connaissent le fonctionnement des offices dans la France moderne, c'est la même chose. C'est des gens qui achètent une charge, souvent à vie, à la couronne espagnole, et qui exercent donc des fonctions fiscales, juridiques, judiciaires, etc. Et alors, est-ce que tout est centralisé comme dans l'Empire Inca sur un lieu en particulier? La capitale de la vice-royauté, c'est Lima. Et effectivement, c'est, pour reprendre l'expression d'un chercheur péruvien qui s'appelle Renzo Honores, c'est la capitale légale et capitale de papier. C'est le lieu où sont concentrées les institutions les plus importantes, à la fois les institutions royales et les institutions religieuses, avec donc l'archevêque de Lima qui a une très très grande juridiction ecclésiastique. Après, il y a des découpages, des plus petits découpages juridictionnels, mais le centre de la vice-royauté du Pérou, c'est Lima. Et donc Cusco perd carrément en prestige ou Cusco perd en importance sur le plan administratif, judiciaire, etc. Ça reste une ville économiquement et culturellement prestigieuse et importante pour les Espagnols aussi. Lors du pré-entretien, tu nous as parlé d'un système, le système des 2 républiques.
le système des deux républiques, c'est l'idée qui se met en place au Pérou au XVIe siècle, qui veut que, donc j'utilise le terme indien volontairement parce que c'est le terme qui est employé, tout en gardant en tête qu'il est évidemment incorrect. C'est le terme qui veut que les Indiens et les Espagnols doivent vivre séparément. Et ne doivent pas être en contact et qu'ils doivent donc avoir des institutions qui leur sont propres. Donc le système des deux républiques, il veut que les Indiens vivent de leur côté avec leurs cabildos indiens, avec leurs corregidores indiens, et que les Espagnols aient leurs propres institutions. C'est évidemment un système qui ne fonctionne absolument pas dans la réalité puisqu'il est impossible de séparer Indiens et Espagnols, mais c'est une idée importante qui repose notamment sur la politique de réduction qui consiste à déplacer les populations autochtones et à les rassembler dans des villages qui deviennent des villages indiens où les Espagnols ne sont pas censés vivre, en dehors du curé bien sûr, et qui sont structurés sur un modèle très espagnol pour le coup. Alors, les Espagnols, on peut imaginer qu'ils sont encore pas très nombreux à cette époque, non ? Oui, effectivement, c'est au début quelques centaines d'Espagnols sur l'ensemble du XVIe siècle. On est sur une dizaine de milliers d'Espagnols qui viennent au Pérou, donc ça reste des chiffres assez faibles. Donc l'essentiel effectivement de la population autochtone, l'essentiel de la population autochtone, ce sont des autochtones évidemment. L'essentiel de la population de la vice-royauté du Pérou, ce sont des autochtones, avec assez rapidement aussi l'importation d'esclaves noirs, qui sont aussi très nombreux, notamment à Lima. La population locale, justement, elle est répartie en plusieurs catégories, non ? Oui. Alors, les catégories qui sont créées à ce moment-là, ce sont des catégories qui sont des catégories juridiques et fiscales et qui permettent vraiment de classer les gens en fonction. Donc, moi, je les appelle dans ma thèse des catégories socio-raciales, c'est-à-dire que en théorie, pour nous, elles ressemblent à des catégories raciales puisque ce sont des Indiens, des Espagnols, des Noirs, et après toute une variante de catégories qui repose sur les différents métissages possibles, donc des métis, c'est-à-dire des personnes avec un père espagnol, une mère indienne, des mulâtres, donc avec un père blanc, une mère noire, et puis plein d'autres catégories qui envisage en fait le panel possible des métissages entre ces trois races, pour reprendre le terme de l'époque. Mais en réalité, plus que la race, c'est aussi un ancrage social qui définit ces catégories. Mais du coup, c'est... Alors tu dis qu'effectivement il y a un ancrage social, mais du coup c'est plutôt administratif ou est-ce que ça se voit vraiment dans la vie de tous les jours C'est d'abord fiscal, parce que les Indiens sont soumis à un impôt qu'on appelle le tribut, et ce sont les seuls à y être soumis. Les Espagnols n'y sont pas soumis, les Métis non plus. C'est également, en termes d'exploitation économique, des catégories qui ont énormément d'impact, puisque les Indiens sont soumis à diverses formes d'exploitation de leur travail, notamment dans les régions minières à ce qu'on appelle la mita, qui est l'héritage d'un système de l'Empire Inca. Donc le terme mita est un terme quechua, qui est repris par le vice-roi Toledo dans les années 1570 et qui consiste à enrôler de force avec un système de roulement les populations autochtones dans le travail des mines, notamment des mines d'argent de Potosí, donc en Bolivie actuelle, qui produisent énormément d'argent dans les premières années de la conquête. Donc une dimension fiscale, une dimension d'exploitation économique et puis aussi une dimension juridique et judiciaire très importante, puisque ces catégories ont différents statuts et avec chaque statut différents droits
privilèges et différentes contraintes. Globalement, on peut dire que le traitement des, des populations locales, c'était pas ouf. Non, c'est pas ouf. Non, effectivement, il y a une volonté claire et nette d'exploiter la population locale. Il y a pas du tout de volonté de les exterminer, parce que ce serait pas du tout intéressant d'exterminer des gens que l'on peut au contraire exploiter de manière très lucrative. Donc il y a une volonté, et ça peut paraître un peu contre-intuitif, de protéger ces populations, avec notamment les discours des religieux qui sont très importants sur la nécessité de ne pas maltraiter les populations autochtones. Mais ce discours-là, il est intéressé ou plutôt utilitariste, c'est-à-dire qu'il faut les protéger pour répondre à deux objectifs principaux: les évangéliser d'une part et les exploiter d'autre part. Et du coup, dans les faits, on imagine que c'est pas que des ecclésiastiques qui sont sur place au contact des populations. Donc, est-ce qu'on les protège vraiment? C'est variable et c'est difficile à mesurer. Globalement, ce sont des populations qui sont exploitées, qui subissent énormément de violences, particulièrement les femmes autochtones qui subissent en plus des violences sexuelles qui sont assez bien attestées. Et on a beaucoup de sources qui attestent de ces violences-là. Ce qui est difficile, c'est d'en mesurer l'ampleur. Se met en place à ce moment-là un truc qu'on appelle la politique de réduction. C'est quoi? Alors la politique de réduction, c'est une politique donc qui est mise en place là aussi par Toledo, le vice-roi Francisco de Toledo dans les années 1570, et qui consiste à déplacer les populations autochtones qui étaient plutôt éparpillées, notamment dans la région andine, et à les réduire, donc à les soumettre à une existence sur le mode de vie européen, donc dans des villages espagnol, enfin considéré, construit sur un mode espagnol, avec une place centrale, la Plaza de Armas, avec l'église au centre du village et un plan d'amener voilà, quelque chose de très classique en Europe à ce moment-là. Et donc l'idée, voilà, c'est de réduire les populations autochtones pour pouvoir mieux les contrôler et mieux les évangéliser également. Ça a quelles conséquences sur ces populations? Les conséquences des réductions, là aussi, on les connaît plus donc on les connaît par deux sources essentiellement: les commentaires des Espagnols eux-mêmes, avec toujours les mêmes biais, et les procès. Donc là aussi, on est sur des sources espagnoles en soi, mais où les autochtones ont un peu plus la parole, et ça donne lieu à un certain nombre de difficultés pour les populations autochtones. D'abord, il faut bien garder en tête que ce sont des déplacements forcés de population, donc on reste sur une violence quand même très importante. Et puis, c'est un mode de vie qui peut être très différent du mode de vie qu'avaient ces populations-là, qui est reposé sur un rapport au territoire très important, et notamment sur une division écologique en fait du territoire, avec voilà un système de paliers dans l'exploitation, l'agriculture, l'élevage. Donc tout ça, ça complique beaucoup les choses, d'autant que ces réductions, elles se font dans les fonds de vallée, évidemment, donc d'autant plus compliqué pour des populations qui parfois vivaient vraiment dans les Andes, donc sur les sommets peut-être pas, mais en tout cas sur les plateaux et dans des régions beaucoup plus élevées aussi en altitude. Tu nous parlais lors de ce pré-entretien des quipus. Peut-être que je le prononce mal. On dit plutôt quipus, mais il n'y a pas de souci. Oui, les quipus, c'est un système qui est donc un système inca, enfin en tout cas précolombien, et qui était utilisé à la fois pour la comptabilité, l'administration, c'est sa fonction première, mais aussi pour enregistrer des histoires, des informations. Donc c'est un système de cordelettes. Donc on tresse des cordes de laine, et en faisant donc on a une corde principale qui est tenue de cette manière-là, et on a ensuite des cordelettes qui sont attachées à la corde principale, et avec un jeu de couleurs, de nœuds, suivant où est placé le nœud, la taille du nœud, le nombre de nœuds, eh bien les Incas étaient capables donc de faire de la comptabilité, et de la comptabilité assez aboutie notamment. Et pour ça, évidemment, il faut être capable de lire les quipus, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, et il y avait
des individus qui étaient chargés d'entretenir les quipus, de les stocker correctement et de les interpréter en cas de besoin. Donc ça a subsisté et on en a des traces aujourd'hui encore ? Oui, on a des très beaux quipus qui sont conservés donc il y en a quelques-uns dans les musées péruviens. Oui, c'est un système qui a subsisté, alors qui a évidemment perdu en influence et qui n'a plus été utilisé dans l'administration de manière quotidienne, mais qui en tout cas est parvenu jusqu'à nous. Alors tu nous disais qu'il y avait les Espagnols, les autochtones et il y avait des mulâtres, des métis. Tu nous as aussi parlé de violences sexuelles. Résultat, il y a beaucoup de métis ? Oui, très tôt, il y a beaucoup de métis. Pour une raison assez logique, c'est qu'il y a très peu de femmes espagnoles. Alors un peu plus au Pérou qu'au Mexique, on estime qu'au XVIe siècle, il y a environ 20% de femmes parmi la population espagnole. Mais malgré tout, voilà, une énorme différence dans la répartition hommes-femmes parmi les Espagnols, et donc assez naturellement des métissages biologiques entre hommes espagnols et femmes autochtones, des métissages qui sont parfois des métissages légalisés, on va dire, avec des mariages, et notamment les conquistadors épousent dans les tout premiers temps de la conquête péruvienne des princesses incas. C'est le cas pour Pizarro et c'est le cas pour un certain nombre de ces lieutenants qui épousent des femmes de la noblesse inca. Plus généralement, les métis sont aussi beaucoup dus à ce qu'on appelle du concubinage, donc des relations hors mariage. Et les mariages mixtes espagnols autochtones deviennent plus rares avec le temps. En revanche, les concubinages, eux, se multiplient. Quant à savoir s'ils sont consentis des deux côtés ou violents, on n'a évidemment pas les clés de lecture. Des viols, il y en a eu. On a des traces dans les sources de viols qui sont dénoncés. Ce qui, évidemment, entraîne là aussi un grand nombre de métis. On va en parler des sources, mais justement, comment on s'en rend compte aujourd'hui de ce métissage ? Dans les sources, alors il y a plusieurs méthodes pour retrouver un petit peu l'ampleur du métissage. Il y a d'abord tout ce qui est acte de baptême, qui donne généralement la catégorie socio-raciale des deux parents. Il y a aussi des testaments qui, dans un testament, généralement, vous êtes identifié ou vous vous identifiez comme indien, espagnol, métis, mulâtre, noir. Et dans les procès, on trouve aussi un certain nombre de personnes qui s'identifient ou sont identifiées comme métisses. Malgré tout, c'est difficile de savoir, de connaître vraiment l'ampleur de ce métissage. Et il y a toute une historiographie autour de la difficulté à reconnaître ces métis dans les sources, parce que certains vivent comme des Espagnols. Ils sont habillés à l'espagnol, ils parlent espagnol et ils vivent au milieu des Espagnols. D'autres, au contraire, vivent comme des Indiens. Ils sont habillés en indien. Ils parlent plutôt une langue autochtone, notamment le quechua, et ils vivent donc souvent avec leur mère plutôt qu'avec leur père dans ces cas-là. Et alors toi, plus généralement, sur tout ce que tu as pu étudier, tu bosses sur quel type de sources ? Moi, je travaille sur essentiellement des procès, donc des sources judiciaires. J'étudie les procès civils et ecclésiastiques. Et en complément de ces sources judiciaires qui constituent l'essentiel de mon corpus, je travaille avec des testaments autochtones et avec quelques actes notariés, donc des ventes de maisons, de terrains, ce genre de choses. Alors, on parle de ce métissage qui a pris de l'ampleur avec le temps. On peut imaginer que ça a eu des influences peut-être sur les différentes catégories de population, du coup. Oui, ce qui se passe, c'est la création de plein de catégories, avec au XVIIIe siècle, c'est le cas également au Mexique, ce qu'on appelle des peintures de caste. Donc, si vous n'en avez jamais vu, vous pouvez tout simplement taper là aussi peinture de caste sur Google et vous tombez sur des tableaux essentiellement du XVIIIe siècle, qui viennent soit du Mexique, soit du Pérou, et qui représentent toutes les catégories imaginables de métissage, avec des catégories qui aujourd'hui nous semblent complètement absurdes. On a des catégories comme le salto atrás, donc le saut en arrière, où on envisage quelqu'un qui est donc
un mulâtre qui, donc déjà quelqu'un qui est métissé, qui épouserait ou en tout cas aurait une relation avec quelqu'un qui serait un cuarterón, mettons, donc là aussi un métissage qui implique plusieurs catégories d'origine, et tout ça fait des personnes qui sont extrêmement métissées et dont il est parfois tout simplement impossible de déterminer véritablement les origines. Donc on a, je ne sais plus exactement, mais dans les systèmes les plus aboutis de ces catégories, on a presque une vingtaine de catégories envisagées, avec en réalité très peu d'existence juridique de ces catégories. On nous demande, alors on parlait du concubinage et des mariages entre espagnols et autochtones, ou entre métis. Comment le concubinage il a été accueilli par les ecclésiastiques de l'époque? C'était quelque chose qui était plutôt encouragé, ou il y avait justement une volonté de se dire « Oula, restons entre espagnols ». La question me fait sourire parce que dans mes sources, en tout cas, ceux qui sont le plus souvent accusés de concubinage, ce sont des ecclésiastiques. Donc, il y a évidemment une condamnation du concubinage parce que de manière générale, une relation hors mariage est condamnée dans le catholicisme. Donc le concubinage n'est pas du tout encouragé, ce qui ne signifie pas que le mariage mixte soit encouragé non plus. Dans vraiment la politique à partir du XVIIe siècle notamment, c'est vraiment de faire se marier les autochtones entre eux et les Espagnols entre eux. Malgré tout, le concubinage, il est tout au long de la période, on le constate, il est souvent dénoncé, mais probablement plus souvent encore, il existe sans être dénoncé. Comment les autochtones ont réussi à s'intégrer, s'ils ont réussi dans ce système espagnol sans parler au départ la langue ou la lien? Est-ce qu'ils se sont intégrés, et si oui, on imagine que ça a été progressif. Il faut différencier évidemment les élites autochtones des populations qu'on appelle, qui sont appelées dans mes sources les Indiens du commun. Donc voilà, les populations qui partagent qui vivent en communauté mais qui ne font pas partie des élites locales. Les élites locales se sont assez rapidement intégrées au système espagnol, notamment parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles ont participé à cette conquête. Donc en fait, elles sont très tôt au contact des Espagnols. Un certain nombre de filles, de princesses Inca épousent des Espagnols. Donc on a très tôt une intégration vraiment des élites à ce système-là, avec un apprentissage de la langue, avec assez rapidement des collèges qui accueillent les fils de la noblesse Inca et qui donc apprennent aussi la langue, apprennent la religion chrétienne, sont baptisés, convertis. L'intégration des élites, elle est relativement rapide. L'intégration des populations autochtones, c'est plus compliqué et c'est surtout beaucoup plus difficile de la mesurer. Donc il y a des vraies questions sur la manière dont la religion est perçue par ces populations-là. Est-ce que les conversions sont des conversions sincères ou non? Et là, on atteint aussi les limites de ce que l'histoire peut nous permettre de connaître. Et on peut faire des hypothèses, on a quelques pistes de réflexion, mais on peut pas vraiment mesurer l'impact réel dans les mentalités. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a globalement un phénomène de métissage également culturel, donc un certain nombre de modes de consommation espagnols qui intègrent la société, de modes de vie espagnols qui sont adaptés par les populations autochtones et adoptés aussi par les populations autochtones. Alors justement, tu as lâché le mot religion, je te propose qu'on aille sur ce terrain-là. Est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un bref récap, un petit point sur la religion de ces populations autochtones avant l'arrivée des Espagnols? Oui, alors je fais un récap tout en sachant que je ne suis pas spécialiste de ce sujet, donc c'est une simplification que j'espère pas trop excessive. Donc la religion dans l'Empire Inca, c'est une religion polythéiste qui elle-même s'est enrichie de toutes les conquêtes que les Incas ont fait sur d'autres populations. Donc comme beaucoup de religions polythéistes, elle n'hésite pas à intégrer d'autres divinités. Elle est centrée sur une divinité créatrice, Pachacamac, et donc on en a deux. Une divinité créatrice, donc Pachacamac, qui a été remplacée par
Viracocha, qui est un peu plus connu, et avec comme divinité tutélaire Inti, le soleil, donc dont l'Inca serait le fils. Cette religion, elle fonctionne aussi de manière très locale par rapport à ce qu'on appelle l'Aïlou, donc une communauté locale, qui est aussi un lieu de culte, puisqu'on vénère l'ancêtre, le fondateur de l'Aïlou, donc un ancêtre commun en quelque sorte, dont on peut avoir la momie, auquel cas on vénère directement la momie, mais on peut aussi le vénérer à travers d'autres objets. C'est ce qu'on appelle les wakas. Donc ce sont des objets, des idoles ou alors des sites naturels qui aussi servent de lieu de vénération. Et ce sont des objets ou des sites ou des personnes dans lesquels s'incarne une divinité. Et le dernier élément qu'on peut donner pour expliquer un petit peu ce qu'on appelle la cosmovision andine, donc là qui est plus générale, qui n'est pas propre aux Incas, mais qu'on retrouve dans plein de religions préhispaniques, c'est l'idée d'un monde qui est globalement divisé en 3 niveaux. Le monde supérieur, Ananpacha, qui est représenté par le condor, le monde, et qui est le monde des dieux, des divinités, Kaipacha, qui est le monde terrestre et qui est représenté par le puma, qui est le monde des hommes, et Ukupacha, qui est le monde souterrain, représenté par le serpent, et qui est le monde des morts et d'autres divinités, des divinités souterraines. Donc il y a aussi cette cosmovision avec 3 niveaux et un rapport très important à la dualité homme-femme, lune-soleil, donc aussi une interconnexion de ces différents éléments. Alors quand les Espagnols arrivent dans le coin et découvrent ça, ils réagissent comment eux ? Les réactions sont variables, mais assez généralement des réactions bien sûr de rejet. Et je pense qu'on peut peut-être facilement imaginer. C'est mon réflexe d'enseignant qui me pousse à poser une question au chat et à demander quel élément aurait pu le plus choquer les Espagnols. Et évidemment, c'est... Répondez dans le chat, allez-y. Allez, très bien, jouons le jeu. Globalement, en attendant des réactions de rejet, même s'il y a chez certains auteurs un réel intérêt pour les religions préhispaniques. Est-ce qu'on a des réponses ? Le manque de vêtements, quoi. Alors, le manque de vêtements, en réalité, choque Colomb. Parce qu'effectivement, dans les premiers commentaires de Christophe Colomb, on a aussi... cette mention alors pour reprendre les mots, hein, ils vont nus tels que leur mère les a enfantés. Donc ils n'ont pas de vêtements. Signe suprême d'absence de civilisation, évidemment, pour Christophe Colomb. Réponse logique, l'absence d'un dieu unique. L'absence d'un dieu unique, oui, évidemment, c'est quelque chose qui choque, mais plus viscéral encore. Les sacrifices humains sont ce qui choque le plus les Espagnols, et preuve ultime de la barbarie de la religion inca. Donc on a cette idée que toutes les divinités existantes sont des expressions du diable. Puisque le catholicisme fonctionne lui vraiment sur cette dualité Dieu-diable. Donc tout ce qui n'est pas Dieu est une émanation du diable, ce qui entraîne la destruction de beaucoup d'idoles. Donc je pense notamment à une idole assez connue au Pérou, qui est l'idole de Pachacamac. Donc Pachacamac, c'est un énorme complexe, un sanctuaire qui est situé au sud de Lima, où les Espagnols arrivent donc dans les années 1530, et où existait une grande idole en bois gravée, qui donc était une idole au dieu Pachacamac, et qui est détruite par les Espagnols, et qui a été retrouvée en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a été reconstituée, elle est maintenant exposée, et c'est une idole vraiment très belle que je vous invite à aller regarder également. Donc des idoles sont détruites, brûlées. Quand elles sont en métaux précieux, elles sont évidemment volées, fondues et récupérées. Et puis voilà, une réaction globale de rejet, avec une petite nuance qu'on peut apporter. Chez beaucoup de religieux, il y a cette idée malgré tout que les Indiens seraient en quelque sorte des chrétiens qui s'ignorent, et qu'ils auraient dans leurs mythes et légendes des choses qui prouveraient qu'ils auraient été chrétiens avant, il y a très longtemps, et qu'ils ont ensuite été pervertis par le diable. Donc on a par exemple des mythes de déluge, comme il y a en fait dans
énormément de civilisations. On a aussi cette espèce de dieu créateur, donc Pachacamac, qui pourrait être Dieu, enfin le Dieu chrétien. Donc il y a aussi des religieux qui essaient de faire des liens entre les religions andines et la religion chrétienne, ce qui est aussi défendu par un auteur autochtone qui s'appelle Felipe Guaman Poma de Ayala et qui écrit une chronique au début du XVIIe siècle et qui lui aussi cherche à montrer, donc là vraiment un peu dans une volonté identitaire de montrer que les Incas finalement étaient assez proches de la chrétienté et que ça s'est joué à peu de choses. On a deux questions qui sont intéressantes. Alors, il y en a une qui nous dit, mais du coup, est-ce qu'il y a eu un mélange à un moment donné des deux religions pour mieux faire passer la domination espagnole et catholique, comme il y a pu avoir un peu partout où on sait cohabiter les deux, ou est-ce que vraiment ça, c'était rejeté par les Espagnols ? C'est une question qui se pose notamment chez les jésuites. C'est les jésuites qui sont les plus facilement partisans de cette idée de faire passer un petit peu le christianisme, le catholicisme en montrant les parallèles qui existent. C'est pas vraiment la voie qui est empruntée au Pérou. Donc il y a vraiment l'idée qu'il faut éradiquer la religion, les religions autochtones pour imposer la religion chrétienne. Ceci étant, ça a pu être utilisé peut-être localement, sporadiquement, pour expliquer le dogme chrétien aux populations autochtones. Et alors, il y a quelqu'un qui nous dit, mais est-ce que ce qui a pas pu les choquer aussi, c'est finalement la représentation d'un dieu animal ? Je pense que la représentation de divinités avec des traits animaux contribue au rejet de la religion autochtone, sachant que c'est pas systématique de représenter les divinités andines sous des traits animaux. Alors il y a souvent des mélanges humain-animal, mais il y a aussi des divinités qui sont représentées avec des traits humains. Elles sont pas mieux acceptées par les catholiques, donc ça contribue effectivement à à la représentation d'une religion barbare, mais c'est un facteur parmi d'autres. Alors oui, il y a cette volonté donc finalement d'éradiquer la croyance des autochtones, quoi. Ils sont pas juste là pour imposer tout doucement le catholicisme, quoi. Ils veulent vraiment l'imposer assez rapidement. Il y a cette idée de l'imposer rapidement. Après, il y a des débats sur la méthode à employer et les textes montrent bien que imposer le catholicisme par la force, c'est un petit peu contradictoire, puisque l'adhésion à la foi suppose de comprendre déjà ce qui nous est raconté et puis d'y adhérer volontairement, auquel cas la conversion n'a pas trop de valeur. En réalité, les premiers temps de la conquête, que ce soit au Pérou ou ailleurs, c'est des conversions massives avec des baptêmes massifs, et il y a des prêtres qui se vantent d'avoir baptisé 300, 3000 individus dans la journée. On peut douter de la sincérité de la conversion quand vous avez été baptisé sans parler la langue espagnole et sans avoir reçu le moindre catéchisme. Après, il y a une véritable volonté d'évangéliser qui se met en place, mais là de manière plus progressive, et l'idée que il faut impérativement éduquer les populations autochtones, c'est-à-dire leur apprendre les catéchiser en fait, leur apprendre le catéchisme. Et que c'est par l'éducation que les religions autochtones disparaîtront. On avait une question de talent qui peut... Je pense que je vais te la poser maintenant. Sur les bâtiments, par exemple, ou les temples, est-ce que c'est des choses qui étaient conservées et acceptées, ou qui étaient transformées avec une autre utilité, ou est-ce qu'on a cherché à les démonter pour reconstruire autre chose avec ? Globalement, on démonte et on fait des églises. D'accord, tout simplement. C'est la méthode simple et efficace qui est appliquée un petit peu régulièrement au Pérou. C'est le cas à Cusco, notamment le fameux Temple du Soleil à Cusco qui est démonté pour servir à la construction d'une église. Et alors, d'un point de vue linguistique, comment ça s'est passé ? Parce que tu le dis, il faut évangéliser les populations, donc les évangéliser. Et les éduquer, et donc on imagine que ça passe par l'apprentissage de la langue. Oui, mais ceux qui apprennent la langue, ce sont d'abord les prêtres qui apprennent des langues autochtones. Au début, il y a vraiment cette idée que les prêtres doivent être capables d'enseigner dans les langues autochtones, donc on traduit d'abord des catéchismes en fait, de l'espagnol au quechua.
Au Pérou, dans la vice-royauté du Pérou, il y a beaucoup de langues parlées. Et il y a certaines traductions dans d'autres langues que le quechua, en aymara notamment. Mais assez rapidement, la langue qui s'impose pour les Espagnols, c'est le quechua. Donc, c'est la langue qui avait été imposée par les Incas. Et les Espagnols reprennent cette idée parce que c'est un peu plus simple d'avoir une langue dans laquelle traduire plutôt que que plusieurs dizaines de langues. Donc le premier catéchisme traduit en quechua, c'est en 1560. Et à partir de là, il y a plein de lexiques, de vocabulaire, de catéchismes qui sont traduits pour que les prêtres puissent faire le catéchisme et les sermons en langue quechua. Donc les premiers vraiment à apprendre le quechua, ce sont des religieux. Là-dessus, on se pose déjà à l'époque la question de l'efficacité de cette conversion. Oui, elle apparaît assez tôt et je pense qu'il y a une certaine lucidité sur le fait que voilà, les conversions massives et extrêmement rapides ne sont pas des conversions très efficaces. Le constat est fait au Mexique et il est fait également au Pérou. Et notamment au début du XVIIe siècle, où on se rend bien compte que perdurent beaucoup de pratiques autochtones. Et alors, il y a un truc que tu nous as dit, c'est qu'effectivement, bon, les prêtres sur place, les ecclésiastiques, essayent d'avoir une conversion sincère autant que faire se peut, mais d'autres s'en foutent un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a des exemples vraiment d'ecclésiastiques qui se sont dit non, mais les gars, il faut vraiment que cette conversion, elle soit honnête et qui sont partis un peu en croisade sur cet axe-là, en fait? Oui, alors il y a en fait des missionnaires qui ont vraiment un idéal missionnaire et qui sont pénétrés de cette foi missionnaire et qui ont pour sincère désir de convertir et qui ont aussi un rapport alors paternaliste bien sûr, mais protecteur par rapport aux populations autochtones et qui ont cette idée que ce n'est pas par la violence que l'on convertit des populations. Donc ça a existé. Et alors, malgré le fait que les Espagnols cherchent à éradiquer, on l'a compris, les anciennes croyances, il y a quand même eu des mélanges de pratiques entre autochtones et catholiques? Oui, il y en a beaucoup. Ils sont mal perçus par les autorités ecclésiastiques, donc ils sont souvent cachés. Mais il y a ce qu'on appelle du syncrétisme, donc des mélanges vraiment de religions qui sont très importants. Et pour donner peut-être un exemple un peu concret, moi j'en ai un dans mes sources que j'aime beaucoup. Donc c'est une femme qui est autochtone qui est accusée de sorcellerie et d'idolâtrie. Voilà, on est sur de la répression de ces pratiques-là. Mais en fait, elle explique que elle fait de la divination avec des éléments autochtones puisqu'elle mâche des feuilles de coca, qu'elle recrache les feuilles et que suivant où va la salive, ça indique l'élément qu'elle veut trouver. Et donc, elle est spécialisée dans le fait de retrouver des animaux perdus. C'est un peu spécifique, mais elle a recours donc à cette technique-là. Et au moment de faire sa divination, elle fait une prière à un saint catholique. Donc il y a vraiment des mélanges comme ça qui sont des syncrétismes. Je sais pas si c'est un syncrétisme parfait, un syncrétisme imparfait, mais en tout cas un mélange assez remarquable de foi catholique et de foi andine. Et on a d'autres exemples de guérisseurs, par exemple, qui utilisent des rites andins, le fait de passer une pierre le long du corps qui est censé aspirer le mal en dehors du corps et qui, en même temps, récite un Notre Père ou un Ave Maria. Oui, non, mais dans le doute, vaut toujours mieux mettre le maximum de chances de son côté. Voilà. Exactement. Alors, tu nous en as parlé très rapidement tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous reparler de ces campagnes d'extirpation de l'idolâtrie? Oui, les campagnes d'extirpation de l'idolâtrie, c'est une petite spécialité péruvienne. Donc, c'est une particularité du XVIIe siècle, et ça naît justement de ce constat que, en fait, les populations autochtones continuent assez largement à croire en leur divinité, à prier leur wakas et à pratiquer de la sorcellerie, des guérisons, enfin voilà, tout ce qui relève, en tout cas pour les Espagnols, de la sorcellerie et de l'idolâtrie.
À partir de ce constat qui est fait au début du XVIIe siècle, donc en 1609 particulièrement, les autorités ecclésiastiques décident d'organiser des campagnes, donc des visites. En fait, on lance un juge ecclésiastique dans le territoire péruvien, et il visite les villages et il mène une petite enquête pour vérifier si oui ou non il y a des pratiques idolâtres. Donc ces campagnes, elles ont une double fonction, une fonction éducative, pédagogique en quelque sorte, puisque généralement il s'agit aussi de refaire un catéchisme, des sermons, d'expliquer, etc. Mais surtout une pratique, un aspect répressif. Si des pratiques idolâtres sont découvertes, il y a évidemment des procès avec la destruction des idoles et la punition des idolâtres. Alors comment ils se déroulaient ces procès justement ? Bien souvent, ça commence par une dénonciation. Donc en fait, les visiteurs, donc pour faire une traduction qui sonne un peu étrange en français, mais les juges qui font ces campagnes se rendent dans un village, annoncent la raison de leur venue, et puis assez vite, il y a des dénonciations anonymes pour des raisons diverses et variées, hein, des fois des inimitiés personnelles. En fait, c'est un excellent moyen de se venger de quelqu'un. Des fois aussi des curés qui se vengent de populations autochtones récalcitrantes en les dénonçant aux autorités supérieures et en faisant venir des campagnes d'extirpation de l'idolâtrie. Donc on a une dénonciation et puis après on a vraiment une enquête. Donc on fait venir des témoins à qui on demande est-ce que vous connaissez des sorciers, des sorcières, est-ce que vous avez entendu dire que tel individu était un idolâtre, et en rassemblant ces témoignages, on essaie ensuite d'obtenir des confessions avec les moyens qu'on peut imaginer, donc un éventuel recours à la torture. Et si on n'a pas recours à la torture, à minima recours à des intimidations. Donc on rappelle que l'idolâtrie c'est très très grave et que ça peut amener à des punitions, à l'enfer, à la damnation, etc. Donc on peut imaginer aussi l'effet sur des populations autochtones. Les personnes qui sont visées par ces campagnes d'extirpation sont souvent des femmes. Il y a aussi des hommes, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de femmes, parfois des vieilles femmes qui ne parlent pas espagnol et qui se retrouvent devant un appareil judiciaire conséquent avec des sermons qui sont faits, traduits par des interprètes, etc. Donc tout un appareil assez impressionnant. Et ensuite le châtiment qui est souvent double, donc un châtiment public, des flagellations, ce genre de choses, et parfois des exils, notamment pour les cas de récidive, où on exile les personnes à limace, qui souvent revient à signer un petit peu leur arrêt de mort. Parce que voyager très très loin de chez soi, c'est dangereux, et que on estime que la moyenne de survie à l'hôpital de Lima, où sont envoyées la plupart des femmes, notamment exilées pour ces causes-là, est de 1 an à 2 ans. Donc le taux de survie est très faible parce que les conditions de travail sont très mauvaises et que souvent c'est des personnes qui vivent dans des climats tout à fait différents et qui se retrouvent en fait dans un climat complètement différent du leur, qui tombent malades et qui meurent assez rapidement. Question du chat, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'Inquisition ? Alors l'Inquisition existe au Pérou, mais elle n'a pas autorité sur les populations autochtones. Parce que l'Inquisition, elle a pour fonction de mesurer, de juger les hérétiques, de traquer et juger les hérétiques. Et pour être hérétique, il y a une condition, il faut connaître le dogme. On part du principe que les Indiens bénéficient d'une sorte de présomption d'innocence. L'expression est évidemment incorrecte, mais ils ne sont pas encore chrétiens, ce sont des nouveaux chrétiens, et donc on ne peut pas exiger d'eux qu'ils connaissent tous ces éléments, même s'ils ont été effectivement catéchisés, convertis, baptisés. Donc les peines sont moins violentes généralement que celles de l'Inquisition, et on a des parallèles dans notamment le recours à la torture, etc. Mais c'est pas les mêmes institutions et c'est pas tout à fait les mêmes logiques.
Tout à l'heure, tu nous as dit que, bon, effectivement, on a plus de sources espagnoles que autochtones. Cependant, est-ce que dans ta thèse, tu as rencontré des sources de témoignages de populations locales qui évoquaient justement ces conversions plus ou moins forcées et du coup leur ressenti vis-à-vis de tout ça? J'ai des sources des populations autochtones, mais toujours à travers un prisme colonial, puisque je travaille avec des procès. Donc la source en elle-même, elle est coloniale, elle est espagnole. Dans cette source, on donne la parole, dans une certaine mesure, aux populations autochtones. Ça reste une parole qui est ensuite mise à l'écrit par un notaire espagnol, donc voilà, il y a des filtres. Les sources que j'utilise n'évoquent pas cet aspect. Les conversions forcées, il n'y a pas de plainte sur la violence des conversions. Par contre, on a des plaintes sur les mauvais traitements qui sont infligés, notamment par les ecclésiastiques, sur des moments nombreux où en fait l'évangélisation sert de prétexte à une exploitation économique. Et après, dans ces procès d'extirpation de l'idolâtrie, on a la trace de la permanence en fait des pratiques autochtones et aussi la violence aussi de ces extirpations à travers les destructions d'idoles, ce genre de choses qui sont faites publiquement et qui ont aussi pour fonction de choquer un petit peu les populations. Et au final, est-ce qu'on peut dire que ces campagnes, elles ont été efficaces? Les campagnes d'extirpation d'idolâtrie, on a quand même de forts doutes sur leur efficacité. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de pratiques qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, notamment des pratiques de guérison qui sont perçues vraiment par les Espagnols comme de la sorcellerie, qui sont considérées comme quelque chose de très négatif et qui pourtant sont aujourd'hui encore pratiquées et parfois même regagnent un petit peu en popularité. Donc tout n'a pas été efficace et le syncrétisme qui est né à ce moment-là a perduré dans une certaine mesure. Alors question un petit peu méta. Mais on voit que le christianisme, du coup, progresse quand même au moins un petit peu dans cette région. Néanmoins, à la même période, en Europe, pour résumer, on peut dire que c'est un peu le bordel, parce que les chrétiens, c'est un petit peu la guéguerre entre les protestants et les catholiques. Alors, les Espagnols, ils étaient plutôt catholiques, mais est-ce que on a des mouvements protestants qui tentent, en snou-snou, comme ça, de s'intégrer en Amérique du Sud et notamment au Pérou? J'ai pas du tout de traces de ça, en tout cas. Je me pose vraiment la question parce que honnêtement, ce serait extrêmement intéressant. Il y a des missions protestantes en Amérique. Je sais qu'il y en a au Brésil, mais je n'en ai jamais vu la trace au Pérou. Donc, ce serait vraiment un aspect à explorer, effectivement. Après, il faut savoir que dans tout ce qui est colonie espagnole, le passage aux Indes est très contrôlé et qu'il faut notamment être un bon catholique pour passer aux Indes. Donc, on peut supposer que voilà, il y a peut-être eu des tentatives. Mais en tout cas, c'est compliqué. Alors, toi, tu nous le disais, tu es plus spécialisé notamment sur le système judiciaire. En tout cas, tu as beaucoup bossé là-dessus. Plus tôt dans l'entretien, tu nous parlais des différentes catégories de population établies par l'administration coloniale espagnole. D'un point de vue vraiment purement législatif, comment ça fonctionnait quand même? D'un point de vue législatif, les Indiens, c'est une catégorie juridique à part. Donc, il y a des lois qui les concernent et il y a un appareil législatif considérable avec vraiment une quantité de lois absolument phénoménale, des lois qui s'annulent, qui se contredisent, qui s'accumulent. Enfin bref, c'est législatif. D'un point de vue législatif, c'est un petit peu le bazar. Si on prend l'angle des catégories de population, les Indiens, ils sont juridiquement considérés comme des mineurs devant la loi. Donc ils doivent être représentés par une tierce personne. Ce qui est le cas d'autres catégories de population, que ce soit en Europe ou en Amérique, et petit combo pour les femmes autochtones qui sont doublement mineures aux yeux de la loi, puisqu'elles ont la double tare d'être donc autochtones et des femmes, et donc leur parole n'a que peu de valeur. Donc ils sont des mineurs aux yeux de la loi, et ils bénéficient aussi
privilège juridique. Alors le terme peut un peu surprendre, mais c'est vraiment un privilège. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des personnes misérables. Donc c'est un terme de droit qui vient du droit romain, qui est utilisé en Europe pour les orphelins, les pauvres, les mendiants, les étrangers. Ça a été beaucoup étudié pour la péninsule italienne par l'historienne Simona Ceruti. Et ce statut de personne misérable, il accorde un certain nombre de privilèges dans le processus judiciaire. Donc, simplement pour le Mexique, et j'y pense, je le dis au passage, ça a été très étudié par Caroline Cunil qui a beaucoup parlé de ce statut-là. C'est un statut qui octroie par exemple l'exemption des frais de justice. Donc les populations autochtones ne sont pas censées payer les frais de justice quand qu'elles intentent un procès ou qu'elles soient impliquées dans un procès. Cela donne aussi comme privilège ce qu'on appelle la justice sommaire, donc le fait d'avoir des procès rapides, ce qui permet là aussi de réduire les coûts, d'éviter trop de déplacements, etc. Et donc il y a comme ça tout un système de privilèges qui fait qui est censé faire que les Indiens ont accès à la justice de la même manière que les populations espagnoles. Ça reste dans tous les cas inégalitaire quand même, non? Parce qu'on s'imagine que leur parole, dans tous les cas, elle a moins de résonance qu'un espagnol, quoi. C'est fondamentalement inégalitaire. C'est une société d'ancien régime, donc c'est une société d'ordre qui repose sur l'idée de privilège. Mes étudiants et étudiantes le savent bien maintenant. L'égalité, c'est un concept très contemporain, et à l'époque moderne, ça n'a pas de sens du tout. La société est inégalitaire, elle fonctionne sur des corps, des ordres, des privilèges. Et la société coloniale est particulièrement inégalitaire parce qu'en plus de ça, effectivement, on estime que le témoignage, par exemple, d'un Indien vaut moins que celui d'un Espagnol. Donc, il faut 2 Indiens, en théorie, pour contrebalancer le témoignage d'un Espagnol, et 3 Indiennes, puisque les femmes valent encore moins. Et donc, localement, et même d'un point de vue plus général, comment ça se passe, cette justice? Elle est organisée comment? Donc la justice, elle fonctionne, là aussi c'est une imbrication de juridiction. On a tout au sommet de cette pyramide l'audience que j'évoquais au début, qui est le tribunal de grande instance, donc auquel on peut faire appel quand sa cause n'a pas été résolue avant. Et puis ensuite, on a des justices, donc des justices à l'échelle des villes, et puis des justices vraiment très locales auxquelles on peut avoir recours au moindre problème. Chaque justice ayant un petit peu un type de cause qui lui est attribué. Donc les causes les moins importantes vont se régler vraiment au niveau local. Si vous avez un conflit de voisinage parce que votre voisin a fait construire un muret qui dépasse sur votre propriété, vous n'allez pas immédiatement recourir à l'audience. Vous allez d'abord aller voir donc le corregidor au niveau local et essayer de résoudre ce conflit de cette manière. Et alors, côté langue, du coup, on est... il y a différentes étapes aussi, c'est-à-dire que est-ce que plus on gravit dans l'échelon de la justice, plus on se dirige vers l'espagnol et il y a besoin de traducteurs ou de choses comme ça, et au premier échelon c'est la langue locale? Oui, c'est un petit peu l'idée. L'espagnol arrive quand même très tôt. Les sources judiciaires sont très majoritairement des sources en espagnol, et la présence d'un interprète est censée être systématique quand les populations ne parlent pas l'espagnol. Sachant que les populations autochtones apprennent quand même assez vite l'espagnol, et ça dépend bien sûr des régions et du niveau social, mais dans beaucoup de sources, les populations autochtones sont déjà représentées par ce qu'on appelle des caciques, c'est le terme qui est utilisé dans les sources, donc des chefs en fait, des chefs autochtones qui eux très souvent parlent espagnol. Donc l'espagnol, même au niveau local, est assez facilement employé, mais par contre, on est censé pouvoir toujours avoir recours à un interprète en cas de besoin. La question que je me pose, c'est que du coup, si la parole des Espagnols avait quand même un peu plus de valeur, est-ce qu'on a des traces de procès, par exemple, qui auraient été intentés par des Incas contre les Espagnols, et ils auraient pu gagner? Oui, il y en a plein, j'en ai plein dans mes sources, et notamment, alors j'ai parlé, c'est vrai, de la justice civile, mais il y a aussi bien sûr toute une justice ecclésiastique qui est
là aussi qui peut être local ou qui peut être vraiment plus à l'échelle de l'archidiocèse de Lima. Et dans ces tribunaux ecclésiastiques, il y a notamment donc aux archives de l'archevêché de Lima un fonds qui s'appelle les capitulos et qui est un fonds presque exclusivement composé de procès intentés par des autochtones contre des curés, des religieux. Donc souvent c'est le curé de village qui est accusé de violence sexuelle, d'exploitation, de vol, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer comme crime et délit. Il est probable qu'un curé du XVIe siècle ou du XVIIe siècle ait tenté de le commettre. Donc on a beaucoup de ces procès-là. Peu de ces procès aboutissent en réalité à une sentence, ou du moins il est rare de trouver la sentence dans les fonds d'archives. Ce qui ne signifie pas que tous les procès aient été inaboutis. Très probablement, il y a eu en fait des résolutions à l'amiable ou des abandons de cause, on en a quelques-uns. Et il arrive que la cause soit remportée effectivement par les plaignants autochtones. Oui, non, mais c'est bien de le dire. On peut voilà, conserver un minimum de foi en la justice, au moins, un petit espoir. En fait, alors bon, c'est pas pour briser cet espoir, mais il y a aussi une conception très pragmatique de cette justice. Encore une fois, pour conserver l'ordre dans une société coloniale, il est impératif d'avoir une soupape, des voies de secours qui permettent en fait de limiter les dégâts, parce que si vous ôtez tout possibilité de recours à une population, on rentre plus dans un rapport d'opposition. Et en fait, finalement, cette justice coloniale, elle fait partie des moyens d'imposer l'ordre colonial, parce qu'elle impose aussi aux populations autochtones d'adopter un moule et une procédure qui est une procédure espagnole. Le droit qui s'impose, c'est un droit espagnol. Donc finalement, voilà, la colonisation gagne un petit peu sur tous les points de ce côté-là. Oui, non, mais effectivement, si tu mets en place une justice mais que ça fonctionne pas, il n'y a aucun intérêt pour les gens à y adhérer. C'est quand même... voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu des quipus. Est-ce qu'ils ont pu avoir une utilité dans le procès ? Ça peut arriver. J'ai eu la grande surprise et le très grand bonheur de tomber sur une source dans laquelle on faisait venir parmi les témoins autochtones un quipu Kamayok. Donc c'est une de ces personnes qui était chargée dans l'empire Inca de stocker et d'interpréter les quipus. Et on utilise donc un quipu, on fait venir ce quipu Kamayok pour expliquer le quipu. Donc ça peut arriver et ça a valeur de preuve d'une certaine manière devant la justice coloniale. Ça reste des cas évidemment assez rares. Alors, vous êtes beaucoup à travailler en France dans le monde francophone sur ces sujets-là ? Sur le Pérou, il y a quand même un certain nombre de chercheurs et d'éminents chercheurs, je dirais même, qui travaillent sur la période coloniale. Donc, il y a un certain dynamisme de la recherche dans ce domaine, mais c'est vrai que le monde andin reste moins attirant pour une raison que j'ignore par rapport au Mexique qui centralise un petit peu les recherches sur l'Amérique ibérique. Est-ce qu'on retrouve comme en Occident la pratique de la charité envers les populations autochtones ? Alors oui, il y a cette idée omniprésente de toute façon dans le catholicisme de la charité et de la nécessité de faire la charité aux plus démunis. La charité par rapport aux populations autochtones, elle s'exprime plutôt par une forme de tolérance et de paternalisme, c'est-à-dire il faut les traiter avec charité, et c'est notamment la mission des curés et des religieux qui encadrent la population autochtone. Donc il faut, l'expression qui revient souvent, c'est qu'il faut les traiter comme un père traite ses enfants, donc avec fermeté certes, mais avec amour. Donc on est dans une vision aussi de la figure paternelle qui est celle de l'époque moderne, et ne pas les traiter comme un juge traite ses sujets, donc là avec cette fois sévérité. Donc on a bien cette notion de charité, mais qui prend pas nécessairement une forme, peut-être que c'était ce à quoi la personne qui a posé la question pensait, une forme d'aumône monétaire. On parle depuis tout à l'heure de l'influence des Espagnols sur les Incas et de l'imposition finalement de leur modèle. Est-ce qu'à contrario,
il y a eu une influence des populations autochtones, que ce soit une influence religieuse, culturelle, n'importe quoi, sur les Occidentaux. Oui, il y en a eu et c'est évidemment très intéressant. Ce phénomène, donc on parle souvent de phénomène d'acculturation, il est évidemment plus fort dans un sens que dans l'autre, mais il y a beaucoup d'éléments culturels qui sont adoptés par les populations espagnoles. Pour prendre tout de suite un exemple qui me vient et qui est un petit peu drôle, dans ces pratiques justement de sorcellerie, de guérison, dans les procès, on se rend compte, alors ça cause toujours un certain embarras aux autorités coloniales, mais en fait on se rend compte qu'il y a aussi des Espagnols qui ont recours aux sorciers autochtones pour obtenir des filtres d'amour, des potions de guérison, ou peut-être pour essayer d'obtenir la faveur de d'on ne sait quelle divinité dans sa recherche d'or, par exemple. Donc il y a une vraie acculturation culturelle, alors religieuse. Pas vraiment, parce qu'évidemment, on n'a aucune trace d'Espagnols qui se mettraient soudainement à croire en la divinité Inti et à faire des sacrifices humains, mais il y a vraiment des éléments culturels qui traversent sur les tissus aussi, les tissus de laine qui sont très très populaires, y compris en Europe, et sur certains éléments de l'alimentation. La feuille de coca, par exemple, est commercialisée aussi. Donc là aussi, ça pose beaucoup de problèmes aux autorités coloniales, mais il y a des Espagnols qui achètent de la coca déjà au XVIe siècle. Alors, il y a aussi, je ne sais pas si tu connais ce sujet ou pas, mais on a reçu dans cette émission un professeur d'études latino-américaines et de philosophie qui s'appelle Alfredo Gomez-Muller, et il est revenu avec nous pendant 2 heures, comme on le fait actuellement, sur justement une étrange influence des Incas sur la France des Lumières, notamment en termes de philosophie. Tu pourrais nous en dire un mot ou pas du tout ? Alors je pense que je vois à quoi est-ce que ça fait référence, mais c'est vrai que pour le coup c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais il y a effectivement il y a assez tôt une fascination pour l'histoire des Incas en Europe, et cette idée qui est un peu celle des Lumières, alors je ne sais pas si c'est vraiment cette idée-là, mais de despotes éclairés qui s'incarne bien dans le modèle Inca. Mais je m'avancerai pas plus sur ces sujets parce que c'est à peu près tout ce que j'en connais, donc je voudrais pas dire de bêtises. Non mais c'est très bien, et ça me permet vraiment de faire le pont vers cet entretien-là qui est hyper intéressant aussi sur les différentes influences, sur les écrits qu'on a pu avoir. Donc je vous invite vraiment à aller voir cet entretien qu'on a fait avec Alfredo, c'est vraiment tip top. On nous demande si les Incas connaissaient les Aztèques. Est-ce qu'ils avaient des relations, des échanges commerciaux par exemple ? À notre connaissance, pas avec les Aztèques, ou du moins pas à ma connaissance, peut-être plus précisément, mais il y avait effectivement des nombreux échanges commerciaux, mais avec par exemple des peuples d'Amazonie ou des peuples des côtes. Il y avait des échanges, alors non pas commerciaux, mais militaires, des affrontements militaires avec les Araucans Mapuche au Chili, qui ont résisté à la conquête Inca notamment. Donc il y a évidemment des contacts avec les autres peuples, à ma connaissance pas avec les Aztèques. Oui, parce que c'est vrai qu'on le rappelle souvent, mais on a fait un épisode là-dessus sur la chaîne YouTube pour essayer d'éclairer un petit peu les différentes définitions, parce que c'est vrai que dans nos yeux de profanes, on connaît pas trop l'histoire de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, on a tendance à tout mélanger et à se dire ouais, les Mayas, les Aztèques, les Incas, c'est tout pareil. Pas vraiment. Voilà, pas vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube aussi pour aller voir cette vidéo. Ça vous éclairera un petit peu sur ces différentes définitions, sur les zones géographiques, sur aussi les temporalités qui sont souvent pas les mêmes aussi. Voilà. Donc, on nous demande aussi s'il y avait des peuples d'autres origines sous domination Inca. Bon, tu viens un peu de répondre à la question, mais cette influence, elle s'étendait au-delà des frontières de l'Empire ? L'Empire, comme je dis au tout début, l'Empire Inca, il est à son apogée en termes de territoire et de conquête au milieu du XVe siècle, donc vraiment juste avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Donc c'est un empire qui est encore en train de se construire d'une certaine manière. Donc oui, il y a des zones qui sont des zones plutôt de marge, avec des influences et des conflits, des avancées, des reculés de territoire.
Et notamment, enfin voilà, cette région du nord du Chili, c'est une région de tension où les Incas ont essayé d'imposer donc l'empire aux Araucans Mapuche et ont échoué, comme les Espagnols échouent d'ailleurs après eux. Lors de cette colonisation de cet espace géographique par les Espagnols, tu nous l'as dit, bon, on a des populations qui, globalement, sont asservies. Ça se traduit comment dans la population est-ce qu'il y a beaucoup de morts, en fait, de victimes quel est le traitement global en fait de ces populations physiques? Parce que ça, on n'est pas beaucoup revenu là-dessus. On est revenu sur les cadres un peu légaux, sur les attitudes, mais pas vraiment sur les conséquences directes en termes de victimes. Sur l'Amérique, de manière générale, les premières années après l'arrivée des Espagnols, donc les premières années de colonisation, dans certaines zones, notamment dans les Caraïbes, c'est 95% de la population qui disparaît. Donc au Pérou, c'est moins considérable, mais c'est quand même une chute démographique énorme, avec une population qui est très largement impactée par les maladies, principalement. Hein, c'est une des premières causes de mortalité. Donc toutes ces maladies qui sont importées par les Européens et contre lesquelles les populations autochtones ne sont pas, n'ont pas de défense immunitaire. Qui font des ravages monstrueux. Ensuite, évidemment, l'exploitation de la main-d'œuvre autochtone, elle a des conséquences et elle entraîne un grand nombre de morts. L'activité la plus meurtrière, c'est l'exploitation minière, qui est très importante au Pérou. J'ai parlé de Potosí très rapidement, mais il y a évidemment d'autres mines. Et le travail dans les mines, c'est un travail franchement inhumain. Qui entraîne beaucoup de morts. On a du mal à estimer les morts directement liées au mauvais traitement, mais il faut imaginer des populations qui globalement sont exploitées en termes de main d'œuvre autant qu'il est possible de les exploiter. Est-ce qu'on a des autochtones péruviens qu'on puisse retrouver en Occident? Oui, c'est arrivé. Je suis en train de chercher le nom d'un ouvrage qui en parle, mais c'est en train de m'échapper. Mais il y a effectivement, alors c'est la noblesse exclusivement, mais il y a quelques caciques qui font le voyage jusqu'à la cour d'Espagne, souvent pour demander des privilèges. Donc ce sont ces populations autochtones qui ont participé à la conquête au premier temps de la conquête et qui vont demander à obtenir les mêmes privilèges finalement qui sont accordés aux conquistadors espagnols et qui parfois donc traversent l'Atlantique pour se rendre en Espagne. Question un petit peu de niche, mais tout à l'heure on parlait des catholiques et protestants, tu nous as dit qu'il y avait eu quelques missions protestantes vite fait qui ont tenté le coup, mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire justement avec la foi protestante où la foi elle est personnelle de vouloir forcer des conversions? La mission n'a pas pour fonction de forcer des conversions, la mission elle a pour fonction de convertir. Après, effectivement, des fois, ça revient à forcer les conversions, mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi chez les missionnaires, chez certains missionnaires, un réel désir de convertir, un désir sincère en fait de répandre la foi chrétienne. C'est un peu difficile à concevoir dans notre monde actuel, mais la religion est vraiment structurante à l'époque moderne et pour un grand nombre d'Européens, d'Espagnols, qu'ils soient catholiques ou protestants, la question du salut, elle est fondamentale et on a envie en fait d'assurer le salut de l'humanité et de soi évidemment. Donc pour les catholiques et les protestants, ça se joue pas de la même manière. Chez les catholiques, il y a vraiment cette idée qu'il faut sauver l'humanité dans son intégralité. Chez les protestants, le salut est plus individuel, ce qui n'empêche pas d'avoir eu des volontés de conversion. Mais ce qui explique aussi qu'elles aient été moins nombreuses avec des moyens qui ne sont pas du tout les mêmes que les missions catholiques. On va conclure sur une question qui fait tout de suite appel à l'image d'Épinal qu'on a de la conquête de l'Amérique avec la figure du cheval. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait une trentaine de chevaux, je crois, qui avaient été emmenés. Ça a eu un impact psychologique, ça, sur les populations locales ?
Les chevaux, alors c'est peut-être une image qui est très connue, qui correspond dans une certaine mesure à la réalité. Les chevaux, c'était un choc pour les populations autochtones, et on a des récits, notamment au Mexique, mais on en a aussi au Pérou, des représentations des populations autochtones qui ont été confrontées pour la première fois à des hommes à cheval et qui les ont pris en fait pour des centaures, des êtres hybrides, parce que c'est pas une évidence quand on n'a jamais vu de cheval qu'il s'agit d'un homme sur un cheval. Les chevaux ont aussi été très bien utilisés par les Espagnols, par exemple pour la rencontre de Cajamarca dont on a parlé. Pizarro avait fait mettre des grelots aux pattes des chevaux, ce qui en fait a contribué à créer une attaque extrêmement surprenante et très angoissante pour les populations autochtones, avec des bruits, les bruits des coups de fusil, les bruits des armes à feu qui ont été là aussi quelque chose de nouveau et de psychologiquement extrêmement traumatisant. Et voilà les bruits de ces chevaux qui hennissent, qui ont des grelots aux pattes. Donc ça correspond à une certaine réalité. C'est aussi à relativiser parce que parfois ça a pu encourager, je pense que c'est plus trop le cas dans la recherche actuelle, mais dans des recherches un peu plus, fin 19e siècle, ça a pu encourager un peu une image méprisante des populations autochtones comme des gens un peu naïfs qui ont cru que les Espagnols étaient des dieux, qui sont arrivés sur leurs chevaux, etc. Ça n'a pas duré très longtemps tout ça. Il y a eu un effet de choc. Il n'y a pas eu un effet de choc qui a duré 20 ans. Assez vite, les populations autochtones, alors au Pérou c'est différent parce que la conquête est très rapide, mais je reprends l'exemple du Chili sur lequel j'ai travaillé donc pendant mes mémoires. Au Chili, très vite, les populations autochtones, donc les Araucans Mapuche, adoptent le cheval et deviennent en fait d'excellents cavaliers et notamment des archers à cheval qui font des dégâts considérables aux troupes espagnoles. Donc tu nous disais que si les Espagnols globalement ont réussi leur conquête, que ce soit en Amérique centrale ou en Amérique du Sud avec le Pérou, c'est parce que c'était des bons politiciens qui ont réussi à nouer des alliances avec les populations locales aussi. Tu parlais à l'instant d'armes à feu. Est-ce que là il y a eu aussi par exemple une fourniture de l'Espagne en armes à feu à certaines populations autochtones pour justement remporter la victoire sur d'autres? Au Mexique, j'ai un petit doute. Au Pérou, c'est pas le cas. Il y a pas vraiment, on n'a pas envie trop d'armer les populations autochtones parce qu'on comprend bien le danger que ça représente de fournir des fusils à des gens avec qui on vient de nouer une alliance très fragile malgré tout. Donc il n'y a pas vraiment cette idée de comme on peut avoir par exemple en Amérique du Nord où on vend des armes en échange d'une alliance. Ça on le trouve pas au Pérou, ce qui ne veut pas dire que dans les armées il y ait eu à aucun moment des armes qui ont pu être utilisées par les populations autochtones. Et là aussi on a assez vite des phénomènes d'acculturation où les populations autochtones apprennent à utiliser des fusils et des phénomènes de transfert culturel un petit peu. On arrive à la fin de cet entretien et il est de tradition de demander à l'invité s'il a des recommandations, que ce soit des bouquins, des documentaires, des conférences, n'importe quoi, qui pourraient un petit peu nourrir la curiosité de tous les gens qui ont suivi cet entretien pour en savoir plus, que ce soit sur les Incas ou justement sur la suite et tout ce qu'on vient d'aborder avec ce nouvel espace de... Je sais plus. C'est la fin, ça y est. C'est la fin. Pour les recommandations, oui. Alors sur les Incas, je pense que une autrice vraiment centrale, c'est Carmen Bernal, qui est anthropologue, ethnologue et qui a travaillé donc sur les Incas. Elle a fait un tout petit ouvrage, je l'ai là, je crois, qui s'appelle Les Incas, peuple du soleil. Donc c'est celui-ci, qui est tout petit, très accessible. Et sinon, elle a participé récemment à la belle collection que j'évoquais de Mondes anciens, avec un très bel ouvrage sur les peuples précolombiens. Donc c'est l'Amérique latine précolombienne, plus exactement. Donc il parle pas que des Incas, mais il parle aussi des Incas, et c'est vraiment un très très beau livre. Oui, plus généralement, hein, je te coupe 2 secondes, mais plus généralement, on en refait la pub à chaque entretien quasiment, ça devient presque une tradition. Je vais enregistrer un truc et je vais appuyer sur un bouton pour le diffuser à chaque fois, mais la collection Mondes anciens,
allez-y quoi. Voilà. Globalement, il faut faire toujours un partenariat. Ouais, carrément. Oui, c'est vraiment une très très belle édition. Sinon, plus grand public, il y a un numéro récent de l'année dernière de l'Histoire, de la revue L'Histoire sur les Incas. Je crois qu'il s'appelle Les Incas 3000 ans d'histoire, quelque chose comme ça, mais j'ai un petit doute sur le titre. Mais en tout cas, il porte sur les Incas. Donc là aussi, c'est des recommandations fiables. Et puis sur la colonisation en elle-même, je recommande donc Nathan Wachtel, que j'ai évoqué, La Vision des Vaincus. C'est un ouvrage qui depuis a été discuté, remis en question, mais qui reste fondateur et qui change beaucoup la perspective en fait. Et je trouve que c'est très précieux d'avoir justement cette remise en question, de s'intéresser à un autre point de vue, à une autre manière d'écrire l'histoire. Et puis, plus généralement, les ouvrages de Bernard Lavallée, qui est un grand spécialiste de la colonisation, qui a fait un ouvrage sur Francisco Pizarro, qui a fait un ouvrage sur l'évangélisation de l'Amérique. Donc, voilà. C'est des ouvrages d'un historien très réputé, très sérieux, et en même temps très facile à lire, très accessible, et il a une très belle plume, donc c'est assez agréable. Et est-ce que j'ai d'autres recommandations? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais c'est déjà bien. T'as des trucs à toi qui sont accessibles peut-être? Alors non, pas directement. Moi, j'ai participé en revanche à une présentation à la librairie Ombre Blanche sur Guamán Poma de Ayala, donc un chroniqueur autochtone. Et donc c'est une présentation de Rocío Quispe, qui est une chercheuse péruvienne. Et donc c'est avec moi qu'elle discute. Donc ça se retrouve sur Internet. Il y a l'enregistrement de la conférence. Qui doit s'appeler Les énigmes de Guamán Poma de Ayala, que je recommande. C'est vraiment très intéressant. C'est pas moi qui suis intéressante, mais la conférence est très intéressante. Tu as été très intéressante en tout cas. Alors mes questions sans aucun doute étaient très intéressantes, mais les réponses sont surtout intéressantes. Et puis guetter d'ici quelques temps la publication de ma thèse, mais il va falloir être un peu patient pour le moment. Voilà, donc c'est prévu pour alors la publication. Toi, la fin de ta thèse, c'est 2025 si tout se passe bien, et donc la publie, c'est dans la foulée quoi. On espère, en tout cas, on va rien promettre, mais voilà, on espère très fort une soutenance en 2025 et on espère encore plus fort une publication dans les années qui suivent. Eh ben, on te souhaite en tout cas bon courage. T'as des actus là sur lesquelles, je veux dire, à part ta thèse, comme si c'était pas assez de boulot. J'ai un colloque, mais c'est une actu un peu lointaine. C'est en juin 2025. Il y a un très beau colloque qui se tient à Genève sur les domesticités impériales, auquel je vais participer. Donc c'est très large, mais je participerai pour évoquer justement le travail domestique des femmes autochtones dans la société coloniale du Pérou. D'accord, bah écoute, c'est au moins avec les rediffusions qui vont arriver et tout après, c'est bien de pouvoir pré-shot un petit peu, comme ça les gens sont au courant et du coup ils pourront venir. Alors merci à tous d'avoir suivi en tout cas cet entretien qui visiblement vous a bien plu. Merci Oriane de nous avoir accordé de ton temps aujourd'hui, c'était vraiment passionnant, et puis ça permet de découvrir un sujet qu'on méconnaît, parce que c'est vrai que cet espace du Pérou globalement, et j'ai l'impression que il passe un peu souvent au second plan par rapport à l'Amérique centrale et au Mexique et aux Aztèques. Donc c'est quand même cool de pouvoir y voir un peu plus clair avec quelqu'un qui, comme toi, passe plusieurs années dédie de son temps pour nous permettre d'y voir plus clair. Voilà. Merci à toi et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Je suis vraiment, encore une fois, très heureuse d'avoir eu cette opportunité. Écoutez, on se retrouve très bientôt, tous ici sur Twitch ou ailleurs. Merci encore à tous et merci à Louis pour la préparation de cette émission, comme d'habitude, aux petits oignons. Salut tout le monde, ciao.